L'Inter sur d'une télévision et diaspora FM, vous n'aurez pas droit à la revue de presse internationale pour quelques soucis indépendants de notre volonté. James William Baguidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquille Akat Benoté, et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Avec vous, nous abordons la rubrique Les clés du monde, 5e sommet Union africaine, Union européenne, grands enjeux et petites résolutions consacrées au thème de la jeunesse et tenues sur fond de crise migratoire en Libye. Le 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne s'est achevé ce 30 novembre 2017 à Abidjan, Côte d'Ivoire, par l'adoption de 2 déclarations. Quels sont les grands enjeux autour desquels tournait ce sommet? James William Baguidi. Merci Tranquille Akat Benoté. On peut retenir 4 grands pôles comme enjeux autour desquels le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, le sommet réunissant l'Union africaine et l'Union européenne, a dû donc se tourner cette année. En premier lieu, le sommet portant sur le thème de la jeunesse, c'est-à-dire investir dans la jeunesse, plus précisément investir dans la jeunesse pour un avenir durable, c'est ce qui est utilisé comme thème cette année. Et il était donc question de parler beaucoup d'éducation, de parler beaucoup de formation de la jeunesse. Donc c'est l'enjeu principal de ce sommet-là. Et puis cette jeunesse qui forcément est en ligne de mire dans la crise migratoire dont vous avez également parlé dans votre introduction, faisait partie donc des enjeux que les organisateurs du sommet, que les pays participants au sommet ont voulu mettre en avant à l'occasion donc de cette grande rencontre entre les pays de l'Union africaine et de l'Union européenne, auxquels ont participé quand même 83 chefs d'État et de gouvernement de ces 2 grands ensembles. Au-delà donc des questions de paix, de formation, d'éducation qui se tournent principalement vers la jeunesse, il y a que le continent africain est confronté à des questions sécuritaires importantes, le continent européen aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation internationale qui met en exergue le terrorisme. On a vu le récent attentat qui s'est déroulé en Égypte, on a vu la Grande-Bretagne également subir donc ces attaques, et puis plus récemment ou peut-être un peu plus loin dans le passé, la France avec le Bataclan, avec le Stade de France, etc. En tout cas, beaucoup de pays européens sont confrontés au terrorisme international, mais sur le continent africain, la situation est bien plus dégradée. Même à Ouagadougou, quelques jours ou quelques heures avant l'arrivée du président français qui a tenu là son premier grand discours sur les relations entre la France et le continent africain, entre la France et les anciennes puissances, les anciens pays du précaré français, on a constaté qu'il y a eu un jet de grenade qui a blessé 3 personnes, même si les principales cibles n'ont pas été touchées, c'est-à-dire une patrouille de l'armée française qui circulait donc pour protéger, pour préparer l'arrivée du président français. D'autres pays africains sont confrontés donc à ce terrorisme sur le continent. Le Mali en fait partie, le Nigeria, la Somalie, et puis beaucoup d'autres, en tout cas aujourd'hui, sont confrontés à cette montée de radicalisme, de djihadisme. Et au-delà de cela, il y a d'autres enjeux sécuritaires et d'autres enjeux de paix qui sont contenus, qui sont du moins engendrés par les problèmes de gouvernance politique, par les problèmes de gouvernance économique et sociale. Et tout cela a dû être au menu des questions que se sont posées les chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet. J'ajouterai la question des investissements, parce que le continent africain aujourd'hui est un continent d'avenir, tout le monde le dit, mais pour que ce continent soit véritablement un continent d'avenir et qu'il puisse apporter, ou du moins connaître la croissance économique qui puisse permettre à ses fils d'évoluer en termes de pouvoir d'achat, de qualité de vie également, il faudrait qu'il y ait des investissements. Et ces investissements ne viendront pas seulement de l'Europe. En tout cas, il est prévu qu'à l'occasion de ce sommet, il était prévu que des investisseurs européens puissent se prononcer, mais qu'il y ait également des investisseurs africains capables d'investir puissent voir prospecter sur le continent les perspectives d'investissement les plus appropriées, les conditions
puisse être étudié pour que ces investisseurs, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, n'injectent pas leur argent dans des projets qui les feront perdre ou attendre inutilement, comme on a vu dans certains pays, ça se dérouler. Je parlerai peut-être du cas du Bénin entre 2007 et 2016, quand le projet, par exemple, épine dorsale, a connu les difficultés que nous savons. On finira par la migration et la mobilité des personnes sur le continent et vers le continent européen. C'est le cœur. Ce n'est pas forcément le thème principal du sommet, mais c'était dans tous les cœurs, dans toutes les têtes, suite au documentaire publié par la chaîne américaine CNN, dans laquelle on a vu en Libye des migrants africains vendus aux enchères 200 €, 300 € pour des êtres humains vendus pour aller travailler dans des fermes. Certains disparaissent, certains sont maltraités, en tout cas la plupart sont maltraités, donc traités comme des bêtes de somme. L'esclavage au temps moderne que l'on a vu donc en Libye était dans tous les esprits, et on sait très bien que c'est parce que l'Union européenne a fermé, en tout cas contribué à fermer énormément ses frontières et a demandé aux autorités libyennes de bloquer le plus possible le flux de migrants vers le territoire européen, que cette situation a fini par s'engendrer. Donc forcément, à l'occasion de ce sommet, il était question d'en parler. Que peut-on retenir de la résolution adoptée par les participants au sujet de la crise migratoire en Libye? Alors, principalement, la crise migratoire en Libye, effectivement, a été au menu de cette rencontre entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine. Plusieurs éléments sont contenus dans cette résolution qui a été adoptée. La première, c'est qu'il est envisagé de trouver une solution durable pour cette question de la crise en Libye. Parce que si la Libye n'était pas un pays en crise dans lequel il y a autant de territoires de non-droit, autant de responsables, de chefs de terre ou de chefs de guerre qui contrôlent des portions de territoire, on n'en serait pas à cette décrépitude de la situation sécuritaire qui a engendré donc l'esclavagisme qui concerne donc les Noirs en Libye. Donc, il faudrait commencer par penser à régler la situation politique en Libye. Mais s'il fallait seulement attendre que la situation politique soit réglée, je pense qu'on dirait simplement, on devrait dire simplement aux migrants qui sont sur place que leur calvaire n'est pas terminé. C'est pour cela que dans la même déclaration, qui n'est pas une résolution mais une déclaration, il a été proposé également de mettre fin aux pratiques criminelles, notamment en s'attaquant au réseau de passeurs qui donc profitent de la misère de ces gens-là pour les dépouiller et pour les vendre ensuite aux enchères sur les marchés de traite des esclaves. Il y a également, il est prévu une action coordonnée entre les institutions internationales principales que sont l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies à travers l'Organisation internationale des migrations qui est cette branche de l'ONU qui s'occupe de la question des migrations, et puis la Ligue arabe qui est donc la Ligue des pays arabes qui également est concernée puisque la Libye, pays arabe, fait partie de la Ligue arabe. Donc toutes ces institutions sont appelées à contribuer à un plan d'action commun pour mettre fin à la traite des personnes en Libye. Il est également prévu, vous savez, pour les personnes qui n'ont pas réussi à se rendre en Europe, actuellement elles sont retenues dans des camps que l'on peut carrément qualifier de camps de concentration parce que les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Il est prévu d'améliorer ces conditions de vie que subissent les populations noires en transit par le territoire de la Libye. On a répertorié déjà plus d'une quarantaine de camps et il est prévu que l'Union européenne et l'Union africaine s'accordent pour aider les autorités libyennes ou les autorités des territoires concernés, de ces camps concernés, à améliorer la situation, les conditions de vie des migrants qui se trouvent sur ces territoires. Autre chose, c'est qu'il faut impliquer toutes les parties prenantes de la crise en Libye dans la résolution de ces problèmes. On connaît le territoire de l'Est est sous le contrôle du maréchal Khalifa Haftar. On sait que
l'Ouest en partie dirigé par Fayed el-Sarraj et puis les autres milices Misrata, Zenten, etc. qui contrôlent des portions du territoire sont également pressentis pour être approchés afin de contribuer donc à l'allègement des souffrances des migrants qui se trouvent donc en Libye. On finira par cette situation, cette action d'urgence qui est prévue de rapatrier 3800 migrants qui ont déjà été identifiés, qui ont été localisés, qui vont donc quitter la Libye. C'est au-delà des actions privées comme celle de Samuel Eto'o qui a été fortement médiatisée. Donc des actions, donc cette fois-ci, d'un point de vue public pour permettre à ces migrants-là de quitter le territoire de la Libye et de retourner dans leur pays. Parce que vous savez, certains dépensent jusqu'à 3 000, 5 000 euros pour aller se retrouver dans des situations comme celle-là, alors qu'en prenant 5 000 euros, je vous en prie, tranquillement, dans un pays africain, on a largement les moyens de créer un business et même de recruter du personnel et de lancer une grande entreprise. Donc, autant de choses qui sont prévues pour que, qui ont été proposées dans cette déclaration, mais malheureusement, une déclaration reste une déclaration, ce n'est pas une résolution. Elle n'est pas obligatoire à mettre en œuvre par les partis. Et c'est là même la question, le problème qui se pose quand je dis dans le titre de cette rubrique ce jour qu'il s'agit de grands enjeux et de petites résolutions. Et puis la jeunesse qui est au cœur de la thématique de ce sommet, était-elle finalement au cœur des réflexions? Bon, vous savez, on a dit, je investis dans la jeunesse pour un avenir durable. Beaucoup de réunions se sont tenues autour de la question de la jeunesse. Beaucoup de ces réunions-là ont ramené encore la question de l'immigration clandestine. Puis on a parlé de formation, on a parlé de bourses à obtenir en Europe pour les Africains. On a vu beaucoup de ces jeunes Africains participer à des réunions. On a entendu également des discours de représentants de la jeunesse africaine, des discours acerbes vis-à-vis des pratiques qui ont lieu, notamment en Europe, sur la question des visas, sur l'attribution des visas, sur la facilitation ou non de la formation pour les Africains. Il a été dit que beaucoup de choses vont changer à ce niveau-là, mais comme dans le cas de la déclaration précédente, cela reste à l'état de déclaration et donc l'aspect obligatoire pour les États participants n'a pas été imposé. Et cinquième sommet bien entendu du sommet de l'Union européenne, de l'Union africaine, pour ce sommet, le Maroc a participé en tant que membre actif de l'Union africaine. Votre lecture? Alors, on a vu le roi du Maroc être très actif à l'occasion de ce sommet. On l'a vu d'abord, avant le sommet, tenter d'empêcher la participation du président de la République arabe sahraoui démocratique, carrément empêcher la participation de la RASD, dont le Maroc contrôle une bonne partie du territoire et revendique carrément ce territoire, contrairement à ce que reconnaît l'Union africaine, puisque l'Union africaine admet la RASD comme un pays membre, même un membre fondateur, tandis que le Maroc n'est qu'aujourd'hui qu'un membre qui a été coopté, qui a adhéré, un membre adhérent. Et donc la République arabe sahraoui démocratique était bel et bien présente, mais le Maroc a voulu attirer beaucoup plus d'attention à lui. Le roi du Maroc s'est impliqué dans plusieurs rencontres. Il était ici, il était là. Il a voulu également profiter de cette occasion-là pour montrer à quel point le Maroc était un pays important au sein de l'Union africaine. L'accueil qui lui a été réservé a été chaleureux. Il a été accueilli par le président Alassane Dramane Ouattara en personne. Ce n'a pas été le cas de tous les chefs d'État, pas même de certains chefs d'État européens. On a donc vu un roi du Maroc qui a voulu profiter de cette occasion pour porter son pays encore une fois au pinacle de la diplomatie africaine. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le roi Mohamed VI a marqué quand même un grand coup. Merci à vous, James William Ogbagidi. Restez avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales, rédacteur en chef de DEN Télévision.